Bienvenue, vous êtes en effet sur Canal Académie, à l'écoute de Temps contre Temps, une émission qui souhaite mettre en dialogue le savoir avec la recherche, l'expérience avec la jeunesse, l'acquis avec la remise en question, et en perspective donc, devant les micros de Temps contre Temps, des rencontres passionnantes, une transmission qui se veut vivifiante. C'est ce que nous souhaitons donc vivre ensemble aujourd'hui, aux côtés de Lucien Gerfagnon. Lucien Gerfagnon, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Vous êtes professeur émérite des universités, conseiller honoraire à l'Institut international de philosophie, membre correspondant de l'Académie d'Athènes et lauréat de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes un spécialiste de la philosophie grecque et romaine, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, correspondant de plusieurs revues scientifiques étrangères. Vous avez par ailleurs dirigé chez Gallimard l'édition des œuvres de Saint-Augustin dans la bibliothèque de la Pléiade. Vous avez grandi, je crois, dans une famille d'ingénieurs, de mathématiciens. Oui, c'est pourquoi j'étais d'ailleurs parfaitement nul en maths. Vous avez enseigné la philosophie à Besançon et à l'université de Caen. C'est cela même. À vos côtés, aujourd'hui, deux étudiants en la personne d'Isor Mercier. Isor, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans. Oui, c'est ça. Vous avez présenté une maîtrise de lettres classiques sur l'actualité et les enjeux de la parénèse épistolaire. La parénèse, ça signifie exhortation, je crois. Exhortation, oui. Que l'on trouve à l'intérieur de lettres que Sénèque écrit à Lucidus. Voilà. Isor, vous êtes actuellement 4e année à Sciences Po, ainsi qu'en 2e année à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Tout à fait. Julien Martinez, bonjour. Bonjour. 21 ans, ce qui vous concerne. Vous aussi, vous avez intégré l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, Oui. tout en poursuivant des études à Sciences Po. Oui, c'est exact. Alors, Julien, justement, les armes et les mots, ça vous dit quelque chose? Ça remonte dans le temps? Oui, ça me dit quelque chose, c'est un peu loin aujourd'hui, mais effectivement, c'est le manuel d'histoire romaine que j'ai lu, le premier manuel d'histoire romaine que j'ai lu en 4e, et c'est justement un ouvrage de monsieur Gerfagnon. Ah, par exemple. Et qu'est-ce qui vous avait impressionné par rapport à cette lecture en 4e? Vous étiez un jeune garçon. Justement, la perspective étonnante qui n'était pas une histoire chronologique certes, mais le sous-titre le montre assez, l'importance de la rhétorique et du fait de guerre pour analyser l'histoire romaine. C'est ce qui m'a marqué de cet ouvrage. Bon, là, ce ne sera pas notre sujet ce soir. Ce soir, nous allons réfléchir ensemble autour de cette notion de pensée mythique. Oui, c'est une bonne idée, ça. Lucien Gerfagnon, qu'est-ce que nous pouvons définir en tant que pensée mythique et pourquoi avons-nous perdu aujourd'hui, en 2003 et depuis des générations, cette notion de pensée mythique ? Oui, il faut dire que le mythe aujourd'hui, quand on parle d'un mythe, ça veut tout dire et ça ne dit pas grand-chose. Par exemple, d'une miss un tel, on dira que c'est un mythe. D'un coureur cycliste ou d'un footballeur, on dira c'est devenu un mythe. Mais on le dira aussi bien d'un personnage politique. On le dira aussi bien de choses tout à fait quelconques. J'ai vu il n'y a pas tellement longtemps une publicité dans une agence de voyage qui promettait des nuits dans des palaces mythiques. On a l'Olympe qu'on peut, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça évolue entre le pur imaginaire, l'imaginaire débridé et, je dirais, la simple foutaise. N'est-ce pas? On ne sait plus où on en est. Tandis qu'autrefois, le mythos, bien, c'était une parole qui contenait un enseignement, qui faisait signe. Et on avait intérêt, lisant cela, à comprendre ce que ça voulait dire. Car ce que ça voulait dire expliquait ou tentait d'expliquer quelque chose de notre vie et donc nous apportait, sinon du bonheur, parce que le mot est vague et on l'emploie on le met à toutes les sauces, du moins une certaine sérénité, ou quelquefois une sérénité certaine. Voilà, ça apportait quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose?
Isor Mercier. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec cette idée de coexistence pacifique, comme vous le dites vous-même, entre le monde rationnel et le monde du mythe dans l'Antiquité. Oui. Cependant, je me demandais s'il n'y avait pas là ici une tentation de justement mythifier un peu cette époque et de faire une sorte d'âge d'or par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, il n'y a pas quand même ces grandes questions que portent les mythes que l'on peut retrouver d'une autre manière, mais qui seraient quand même présentes au-delà de ces mythes dégradés dont vous avez parlé? Oui, c'est intéressant ce que vous dites là. Il y a toujours, mais chaque époque a sa manière de se poser des problèmes. Hein. Et d'ailleurs, je dirais que ça tient au texte, à l'étude des textes. On ne tombe pas dans le travers là que vous signalez si vous regardez les textes, et le plus de textes possible, et vous les regardez de très près, parce que ces textes vous donnent une ambiance, et vous vous apercevez par exemple que croire, je ne sais pas moi, ce que je pourrais dire, croire à l'œuvre de Léda au temps des rois étrusques, on n'y croyait pas du tout de la même manière au temps de Cicéron, au moment où Varron parlait de la théologie tripartite, on n'y croira pas de la même manière sous Dioclétien. De même que, exactement comme côté chrétien, on ne se figure plus aujourd'hui comme au Moyen-Âge que, parlant de l'ascension de Jésus-Christ, n'est-ce pas, il s'est élevé dans les cieux comme on verrait aujourd'hui une montgolfière. Il y a des façons différentes de croire au mythe, et d'un bout à l'autre de l'histoire, ces façons de croire au mythe change, varie. Hein. Et c'est pourquoi je conviais à une lecture perpétuelle des textes. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on ne retrouve pas quand même ces grandes questions du mythe, enfin de certains mythes, comme par exemple le mythe de la toute-puissance par la technique, avec le mythe de Prométhée, par exemple, qui peut être une des lectures de ce mythe, qu'on retrouverait aujourd'hui. D'un bout à l'autre, ça pourrait servir un peu presque de logo pour telle ou telle chose. C'est exact, effectivement. Eros, on en dirait autant pour Eros, etc. Oui, c'est une... Ça donne des mots pour le dire, en somme, à ce moment-là. Oui. Vous êtes d'accord avec Oui, ça serait moins une image que les mots qui seraient restés. Voilà, ça donnerait des mots pour le dire, car il est bien évident que nous ne pouvons plus entrer là-dedans de la même manière. On n'y entre plus de plein pied. Vous remarquez, les anciens n'y entraient pas de plein pied non plus. Ils en prenaient, ils en laissaient. Hein. Oui. Ouais. Julien Martinez? Les anciens, Lucien Jarfagnon, dites-vous, allaient et venaient du mythe à la philosophie, de la légende à l'histoire, et c'est ce va-et-vient souple qui s'est durci au cours des siècles entre religion et rationalité, religion et science. Et c'est fatal. Au début, ça, si vous voulez, les gens sont aperçus. Mettons 7e siècle avant Jésus-Christ, les gens sont aperçus que ils n'étaient plus saturés par les explications que leur donnait la mythologie. Bon, chemin faisant, ils ont trouvé autre chose. Ça commence avec Thalès de Milet, l'univers c'est fait d'eau, etc. Bon, après ça sera autre chose. Peu à peu, on découvrait une autre manière d'expliquer les choses, mais ça ne veut pas dire que ça périmait le fait que les choses procédaient également d'au-delà de ce qu'on avait trouvé comme point de départ de tout. Hein. Julien Martinez. Oui, vous parlez de cette cohabitation entre un ordre rationnel avec Thalès et une rationalité mythique, si on peut le dire ainsi. Mais n'y avait-il pas déjà dans l'Antiquité une forme de scepticisme dans votre ouvrage « Les dieux ne sont jamais loin ». Vous parlez par exemple de Néron en Apollon Cytharède, comme une image de la Rome éternelle dans laquelle le peuple communie, mais on peut se demander s'il n'y avait pas des lazzi, ces boutades dont le peuple romain est friand,
comme cela se produisait pendant les triomphes. Il y a pas il y a quelque chose de ça, oui, mais malgré tout, l'essentiel n'était pas là. S'ils s'habillaient en ce que vous voulez, si par exemple Commode un peu plus tard s'habille en Hercule, ce qui est d'ailleurs affreux, allez voir au musée des conservateurs au premier étage, vous avez la tête de Commode avec la peau de lion, la massue, etc. C'est un cauchemar. Mais s'il s'habillait comme ça, c'est qu'il savait, et ça Paul Venn l'a bien montré, c'est qu'il savait que il y avait malgré tout une certaine adhésion du peuple à ce déguisement qui n'était pas un pur déguisement, tandis qu'aujourd'hui le général de Gaulle se serait habillé par exemple en bon roi Saint-Louis, oui, c'est vrai, ou Mitterrand ça aurait fait des ordres en Gracque par exemple, en Tiberius Gracchus, tout le monde aurait rigolé et il aurait échappé, ces messieurs auraient échappé difficilement à la maison, à la clinique, à la maison de repos, alors qu'autrefois, et là encore, je cite mon très cher collègue Paul Venn, ces bouquins sont absolument excellents sur ce sujet, c'est que, comme il m'a dit une fois dans une lettre, si je fringuais comme ça, n'est-ce pas, c'est qu'il savait être compris, alors qu'aujourd'hui, il ne le serait plus. Isidore Mercier ? Oui, alors pour rester dans la Rome antique, je me demandais si justement à cette époque le mythe n'était pas vraiment lié à la dimension politique de la cité et en quelque sorte on pouvait dire que les dieux avaient une place dans la cité parce elle leur était donnée par les magistrats, par le Sénat, par le peuple, et donc est-ce qu'on peut expliquer l'évolution par rapport à aujourd'hui de ce point de vue de l'évolution politique de la cité qui a donc passablement changé depuis l'époque, oui. À ce sujet-là, c'est celui qui a le mieux montré la chose, c'est Varron. Varron qui vivait à l'époque de Cicéron, soixantaine d'années avant Jésus-Christ, et Varron avait mis sur pied ce qu'on a appelé la théologie tripartite. Vous avez un premier niveau de théologie, c'est la théologie des poètes, Hésiode, Homère et tous ces gens-là. Bon. Puis vous avez un deuxième niveau qui est la théologie civile. Autrement dit, la cérémonie, comme aujourd'hui on chante la Marseillaise au 14 juillet ou au 11 novembre, etc. C'est le culte des dieux protecteurs de la cité, auquel on tient beaucoup. Et si les chrétiens ont été persécutés, c'est parce qu'ils ne voulaient pas précisément adorer ces dieux-là. Et troisième niveau, les dieux des philosophes. Donc vous avez une véritable phénoménologie de la religion au 1er siècle avant Jésus-Christ. Julien Martinez. Oui, mais avec la théologie civile dont vous parlez à la suite de Varron, est-ce que d'une certaine façon, il n'y a pas déjà une laïcisation ou du moins une sécularisation du mythe, dans la mesure où même Cicéron, qui a été du moins à Ruspice, n'hésite pas dans sa correspondance à se moquer des hospices et de toutes ces cérémonies civiles où finalement on voue un culte à la patrie, au groupe, dirons-nous, plus qu'à un dieu. Et on peut se demander dans quelle mesure les Romains croyaient en l'existence d'une déesse Rome. Ils y croyaient sans y croire, tout en y croyant. Je répondrai à la façon dont vous répondrez Paul Venn, justement, les dieux ont-ils cru à leur mythe, mais c'est un peu dans ce sens-là. Vous voyez, cette présence des dieux de la cité, elle était très importante pour eux, au point même que de temps en temps, quand les Romains avaient conquis un peuple qui avait des dieux qui semblaient vraiment pas mal, eh bien, ils se les appropriaient. Ils les déménageaient volontiers et on avait un temple aux dieux, un tel ou une telle. Mais ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a cette politisation, elle est, si vous voulez, il y a une laïcisation de la chose, mais elle ne tue absolument rien du sacré. Simplement, le sacré
ça ne ressemble pas à ce qu'aujourd'hui un révérend père bénédictin peut apporter à sa prière, n'est-ce pas? C'est quelque chose de... C'est une présence tutélaire. Regardez par exemple, vous citiez Cicéron, dans le De Natura Deorum, vous avez là trois personnages qui parlent des dieux, et ça rejoint d'ailleurs ce que vous dites là. Oui. Ça serait en ce sens-là que je dirais ça. On ne peut pas, ça ne s'oppose pas aussi violemment que ça s'opposerait aujourd'hui au temps du Père Combe, par exemple. Vous voyez. Isor Mercier. Alors justement, vous expliquez dans votre livre « Les dieux ne sont jamais loin » que le mythe avait deux fonctions principales, si j'ai bien compris. La première étant de produire du sens et donner une cohérence au monde, et la deuxième étant de permettre une certaine espérance. Et vous dites à l'avant-dernier chapitre que vous intitulez « L'espérance du savoir » et le savoir de l'espérance, on se prend à rêver, donc aujourd'hui, d'un monde sans anathème où le savoir de l'espérance viendrait magnifier l'espérance du savoir. Et donc, que ça serait bien. Entendez-vous par là que le mythe est en quelque sorte une promesse d'espérance et donc de bonheur qui nous manquerait aujourd'hui, qui était par contre, en revanche, là dans l'Antiquité? Dans l'Antiquité, je crois qu'il y avait une présence effectivement plus vive, qu'elle n'est aujourd'hui. On peut le voir en regardant de nombreuses inscriptions, en lisant des choses que les gens ne vont pour ainsi dire jamais lire, des poèmes disparus, des choses comme ça. On sentait qu'il y avait, bien sûr, ils n'y croyaient pas dur comme fer, mais ils y croyaient assez pour être un peu plus heureux que s'ils n'y avaient pas cru. Ça serait dans ce sens-là. Ça leur aurait manqué. Et ça se sent bien, par exemple, quand on lit des gens comme Macrobe, tout à fait à la fin du monde romain, puisque le pauvre Macrobe, l'Empire ne tardera pas à s'écrouler après lui. On sent bien que c'est plus tout à fait comme autrefois. Ou bien quand on lit quelqu'un à qui j'ai consacré d'ailleurs pas mal de temps, Julien dit l'Apostat, on sent très bien que quand Libanios parle de Julien, on sent toute la mélancolie qu'il peut y avoir quand l'empereur Julien a restauré les cultes. Vous voyez. Il y a une joie. Il dit lui-même qu'il dansait. Je ne sais pas s'il dansait très fort. Il avait 55 ans à l'époque, mais enfin, il était tout heureux. Enfin, les dieux étaient revenus. Ce qui prouve qu'il y avait toujours eu quelque chose, en dépit justement de cette, si vous voulez, de cette laïcisation, de cette entrée des dieux au niveau du monde politique. Julien Martinez. Oui, mais est-ce qu'il ne s'agit pas, vous parliez de Macrobe, donc chez les derniers païens, on peut même remonter jusqu'à Simac, oui. Une sorte de nostalgie poétique d'un référent culturel commun que, pour ainsi dire, le christianisme a absorbé et où finalement une perte d'identité plus culturelle que religieuse, qu'un sentiment, Le culturel et le religieux, vous savez, sont très très mêlés. C'est ce qui me vient à l'esprit. Votre question me paraît effectivement judicieuse, tout à fait. Mais je dirais que une culture, immanquablement, et là, vous voyez, je pourrais presque citer le cardinal Poupart, qui est ministre de la Culture au Vatican, qui a beaucoup travaillé et de façon érudite sur ce monde des cultures. Une culture comporte toujours ou une croyance religieuse ou une négation, j'allais dire, fanatique de cette... Mais il faut toujours qu'il y ait de l'affectif là-dedans. Oui, un sentiment d'appartenance. Voilà, il y a une appartenance ou un tel refus d'appartenance que par moment on est obligé de mettre trois petits points de suspension. Isor Mercier. Oui, donc le mythe est éminemment culturel et est-ce que vous seriez... Il est fatalement culturel. Est-ce que vous seriez d'accord alors avec cette formule de Barthes qui déclare « Le mythe est une parole choisie par l'histoire, il ne saurait surgir de la nature des choses ».
De la nature des choses, on peut toujours se demander ce qui surgit, étant donné que ça ne surgit jamais que dans un esprit qui regarde les choses et qui s'inquiète de leur nature. Ça a commencé avec les présocratiques. Voilà, oui. Rappelez-vous ce que disait Xénophane de Colophon. Il disait, n'est-ce pas, c'est pas dès le départ que les dieux ont tout donné aux hommes, n'est-ce pas, mais c'est en cherchant qu'ils ont trouvé le meilleur. Hein, ça ne manque pas d'intérêt, surtout quand on sait que ce monsieur a vécu au 7e, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Oui. Lucien Gerfagnon, en parlant justement de la disparition de ces mythes, en parlant de l'avènement du monothéisme judéo-chrétien, de l'islam, vous parlez de domestication de la raison par la foi. Et vous parlez d'une exclusion donc du mythique et du religion par la raison. Et vous parlez même de combat mortifère qui nous rend exsangues, spectateurs aujourd'hui impuissants d'une lutte entre les fous de Dieu et les apôtres du marché. C'est pas très réjouissant comme situation. Oui, les apôtres du marché, ça c'est dans le quarto de couverture. Ça c'est mon éditeur qui l'a trouvé. Et rendons à César. Voilà. Et à vrai dire, moi c'était une autre formule qui, plutôt que les apôtres du marché, ça aurait été plutôt les apôtres du scientisme que j'aurais mis à la place. Peut-être n'a-t-il pas voulu se recontrarier, mais voilà. C'est une situation irréversible? Je n'en sais trop rien. Je vous dirai ça du haut des balustrades du ciel. Dans 200 ans, etc., nous en bavarderons sur les parvis des cieux. Je ne peux pas vous dire. Et la finale pour la jeunesse, Julien Martinez. Est-ce que finalement, donc, vous ne voulez pas nous rendre l'espérance, puisque vous concluez votre livre sur ce beau mythe d'Orphée? Ah, je voudrais bien vous rendre l'espérance, mais ça m'étonnerait que vous l'ayez perdu. Lucien Gerfagnon, Isaure Mercier, Julien Martinez, merci d'avoir participé à ce temps d'échange et de